Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode, le 113e du podcast À côté de mes pompes. L'heure est à la reprise, à la rentrée, fini les vacances. Vous allez me dire, après presque 2 mois de congé et 1 mois à vadrouiller du côté de l'Hérault puis en Loire-Atlantique, il est temps donc de reprendre le chemin de l'école, ce qui sera le cas donc dès la semaine prochaine. Mais je peux d'ores et déjà dresser un bilan plus que satisfaisant de cette période estivale avec beaucoup de running. Une compétition donc qui a eu lieu à Saint-Brévin dans les dunes. Si vous avez suivi les réseaux, vous verrez que cette course s'est plutôt bien passée. Et puis je continue donc cette expérimentation autour de la limitation de ma consommation de sucre, ce qui fera l'objet d'un épisode bilan dans quelques semaines avec Laurine et Fabrice. Alors comme vous le savez, le podcast est un lieu d'échange, un lieu de rencontre, ce qui a été le cas avec un petit run organisé en compagnie de Laurent du côté de Marseillan, un petit clin d'œil à Lucie, entrevue du côté de Batte-sur-Mer, et puis Chloé et Grégoire qui étaient en transit avant de retourner sur l'île prochainement. Donc merci à vous pour ces petits instants de partage autour de la course à pied et continuez à partager le podcast en story, à le diffuser autour de vous. Je pense qu'il y a encore plein d'auditeurs qui peuvent venir nous rejoindre et continuer à faire grossir cette communauté autour du podcast. Et si notre vie ressemblait à un marathon ? Des hauts, des bas, des moments d'euphorie, voire d'immenses douleurs. C'est en quelques mots ce que mon invité a vécu sur ces dernières années. Lorsque la maladie, et en l'occurrence le cancer, a frappé le quotidien d'Anaïs Kemener, ce fut un bouleversement total. À 24 ans, cette aide-soignante dans un service d'urgence en Seine-Saint-Denis ne s'est pourtant pas laissée abattre, bien au contraire. C'est par le sport et la course à pied qu'elle pratique depuis l'âge de 7 ans, suivant les pas de son papa, encore aujourd'hui son mentor et son entraîneur, qu'elle a su tirer son énergie et ainsi se sortir de cette mauvaise passe. Alors avec beaucoup de sincérité, d'authenticité, Anaïs se confie sur l'annonce de cette maladie, sur le parcours de soins qu'elle a enduré et qui lui laisse encore aujourd'hui des traces indélébiles. Ce marathon pour la vie, elle n'a pas eu peur de l'affronter. Jour après jour, malgré de lourdes thérapies, elle s'est efforcée de pratiquer son sport préféré, le running. Un moyen pour elle de chasser de mauvaises pensées et en quelque sorte de ne pas se laisser engloutir par la morosité. Femme de défi, elle brille sur des distances allant du 10 km, avec un chrono de référence autour de 36 minutes, jusqu'aux 100 km. En ayant, au passage, en 2016, remporté le titre de championne de France de marathon. Anaïs ne compte pas s'arrêter là. Aujourd'hui, en pleine possession de ses moyens, elle pousse encore plus loin son corps jusque dans ses derniers retranchements, enchaînant les performances de très haut niveau. Débordante d'énergie, avec un grand sourire, j'ai été ravi de pouvoir la rencontrer lors des foulées du Gois à Noirmoutier. Et avant de vous laisser profiter de cette interview, un petit clin d'œil à Django, son bébé chien, qui a été très sage durant l'interview. Clin d'œil à lui. Alors moi je vous laisse en compagnie d'Anaïs Kemener pour cet épisode intitulé « Le marathon pour la vie ». Bonne écoute à vous. Bonjour Anaïs, merci d'être l'invitée du podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Comment vas-tu après un mois de juin chargé qui m'a permis de te rencontrer sur les foulées du Gois, course sur laquelle on reviendra tout à l'heure parce que tu as performé et bataillé contre l'eau. Mais déjà, comment vas-tu après un printemps bien chargé sur le plan sportif ? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. J'ai pas mal enchaîné de courses ces derniers temps, mais franchement, je suis très contente. C'était une super belle saison et voilà, pas de blessures, pas de bobos, toujours la passion, donc tout va bien. Je suis vraiment très contente. Alors, les gens qui te suivent, et ils sont nombreux sur les réseaux, te connaissent, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, et puis on abordera ensuite ton parcours à la fois professionnel, sportif, avec un accent consacré à la maladie, parce que ça fait partie de ton parcours de vie, et c'est ce qui te donne aujourd'hui la force d'avancer. Donc, je te laisse te présenter. C'est ça. Je m'appelle du coup Anaïs Kemener, j'ai 31 ans, je suis aide-soignante aux urgences de nuit dans le 93. Je suis passionnée d'athlétisme depuis toute petite. Je suis pas très grande, mais vraiment depuis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Je fais principalement du marathon. Après, ça va un petit peu sur
pas mal de distances, du 5000 mètres, 10 kilomètres, semi-marathon, mais voilà, surtout marathon. J'ai fait aussi du 100 kilomètres et voilà. Donc depuis toute petite, qui t'a donné cette passion et cette envie de pratiquer l'athlétisme? Il y a quelque chose de familial, je pense, dedans. C'est ça, c'est exactement ça. Alors du coup, étant petite, je regardais mon père courir surtout parce que c'est lui qui a commencé. Enfin, mon père, mon grand-père aussi. Tout le monde court dans la famille. Et du coup, c'était normal pour moi de repartir un petit peu, de retracer, de partir sur ses pas et de l'encourager, de le regarder quand j'étais petite et ça m'a beaucoup motivée. Tu te souviens de ton premier dossard ou de la première course à laquelle tu as participé étant toute petite? Oui, je me rappelle, c'était sur le cross du Courrier de l'Ouest, j'avais 7 ans. Et c'était un petit cross, pour les enfants. Je m'arrêtais tous les 10 mètres pour faire coucou à ma famille, mon grand-père. Mais j'avais adoré. De cette passion, donc aujourd'hui, tu as mûri, tu performes sur les distances que tu as évoquées, à la fois marathon jusqu'aux 100 km. Mais en parallèle, il y a quand même une activité professionnelle assez intense, le métier d'aide-soignante. C'est ça. Comment tu en es venu à aimer justement ce métier, ce don de soi et le fait d'être au service des autres? Bah pareil en fait, comme la course à pied, je pense que ça s'est fait naturellement parce que dans ma famille, on est tous un petit peu dans le milieu médical. J'ai toujours eu beaucoup d'empathie, je me suis toujours beaucoup tournée vers les autres et je pense que pour moi c'était tout naturel en fait. J'ai commencé mes études et je voulais travailler assez rapidement pour être autonome. Donc je me suis dirigée vers la formation d'aide-soignante et ça m'a de suite plu. Ma mère était aide-soignante, mon père était pompier. Dans la famille, il y a que des infirmiers, des auxiliaires, voilà. C'était normal pour moi. Alors comment tu organises ton emploi du temps autour de cette profession et d'une activité sportive quand même relativement intense? Tu travailles de nuit, alors comment ça s'organise? Parce que le sommeil est quand même un facteur important dans la récupération chez les sportifs, chez les coureurs à pied. Là, est-ce que tu as pas un déficit de sommeil? Comment tu compenses justement ces horaires de nuit avec le sport en parallèle? Je pense que c'est un rythme à prendre, hein. Clairement, j'ai dû m'adapter au départ. Après, l'avantage que j'ai, c'est que je suis pas une très très grosse dormeuse. Et ça vraiment, je pense que c'est essentiel parce que si j'avais besoin de faire des nuits de 10 heures, ça aurait été très 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 compliqué. Donc là, finalement, j'ai trouvé mon rythme et je travaille de 19 heures à 7 heures du matin. Je rentre chez moi aux alentours de 8 heures. Je dors, on va dire, de 9 à 13 ou 14 heures. J'ai le temps de m'entraîner du coup entre 15 et 17 et après je repars au travail. Alors, est-ce que tu es une adepte de la sieste? Est-ce que la sieste a son importance dans ton emploi du temps? Alors oui, quand je travaille pas, j'adore la sieste. Je suis plutôt lève tard, mais je suis couche tard aussi. Donc quand je travaille pas, je pense que c'est le rythme de nuit aussi, hein. J'ai du mal à m'endormir tôt. Mais par contre, voilà, je me réveille vers 9-10 heures, on va dire, et l'après-midi, c'est essentiel. J'aime bien faire ma petite sieste. C'est quoi le quotidien de ta profession et de ton métier aux urgences? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui finalement te fait vibrer dans cette profession qui a quand même connu un passage très compliqué avec le Covid? C'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce service d'urgence? Alors, les urgences, ça s'est fait assez naturellement aussi. C'est que j'ai fait des stages, j'ai fait pas mal de stages dans différents services. Et quand j'ai travaillé aux urgences, j'ai vraiment eu comme un déclic. Je suis quelqu'un je pense que je suis hyper active. Et le fait de toujours être en activité, toujours être en action, de pas savoir trop à quoi s'attendre, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, on va dire. J'aime bien le fait de ne pas rester dans une routine et voilà, il y a toujours des choses différentes, toujours des patients à voir différents, toujours des choses à apprendre et ça c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui se passe sur une nuit, on va dire, d'urgence? Est-ce qu'il y a, comme sur le marathon, un mur, arrivé un moment où, dans la nuit, on a tendance à peut-être piquer du nez? Bah ouais, comme dans tous les services, je pense, mais c'est vrai que aux urgences, on a un petit peu moins de flux, on va dire entre 2 et 5 heures du matin. Donc après, nous, c'est pas un service où on peut dormir parce que clairement, on a des gens qui peuvent arriver à tout moment. Donc on est un petit peu toujours sur le qui-vive. Mais c'est entre 2 et 5 heures, c'est un peu plus difficile. Après, c'est le moment généralement où on se retrouve en équipe, soit on va manger, soit on se retrouve, on fait les pleins. Enfin, il y a toujours des choses à faire. De ces premières courses, on va dire quand tu étais enfant, comment tu as cheminé dans ta pratique de la course à pied? Est-ce que tu as passé les étapes par des écoles d'athlétisme, par des clubs? Et quelles étaient finalement tes activités préférées? Est-ce que c'était la piste? Est-ce que c'était les lancers? Est-ce que c'était un petit peu tout?
dans cette découverte du monde de l'athlétisme? Ah oui, je suis passée par toutes les étapes, hein. Je pense que comme tous les enfants, j'ai découvert l'athlétisme grâce à la piste. Donc j'étais en club avec un petit groupe, avec mon club. Au tout départ, j'étais au club de Villepinte, qui était pas très loin de chez moi. Donc j'ai tout fait, hein. J'ai fait du lancer de balle, j'ai fait du saut en longueur, j'ai vraiment tout testé. Par contre, j'étais très très nulle dans toutes les autres disciplines. Mais par contre, voilà, je prenais beaucoup de plaisir. Donc je pense que c'était l'essentiel, surtout quand on est enfant. Et puis oui, après, doucement, j'ai commencé à me mettre un petit peu sur le long. Donc après, quand j'étais minime, benjamine, j'ai fait des millimètres en salle, j'ai fait des crosses, beaucoup de crosses. Et ça, c'est vraiment ce que je préférais. Le fait d'avoir ces distances très courtes mais très intenses, ça te plaît bien. Les crosses, aujourd'hui, tu participes encore à des compétitions comme celle-ci? Oui, bah là, l'hiver dernier, justement, j'ai fait les championnats de France de cross, où je suis arrivée 10e, donc j'étais très très contente. Franchement, c'est ma meilleure place sur toutes les autres années, donc j'étais ravie. Il s'est passé donc un petit temps, tu as mûri, progressé, et il y a quelque chose qui a freiné peut-être ta progression, c'est une épreuve que tu n'avais pas prévue sur ton calendrier, une maladie qui est survenue, un cancer. Donc on va poser les mots. Ça ne te gêne pas, hein, tu l'as dit en off, il n'y a pas forcément de tabou par rapport à cela. Comment c'est venu et comment tu as réagi? Tu avais quel âge d'ailleurs? J'avais 24 ans quand on l'a découvert. Ça faisait déjà à peu près 1 an que je traînais ça, on va dire, entre guillemets, parce que j'avais vu 3 médecins différents sur l'année 2014. Donc, au vu de mon âge, pas d'antécédents, tout le monde me disait que c'était pas grave, que ça partirait tout seul, parce qu'en fait, j'ai découvert que j'avais une boule dans le sein lors de ma douche. Et en voyant les médecins, j'ai vu un médecin, gynécologue, qui s'est pas du tout inquiété. On n'a pas fait d'examen supplémentaire. Voilà, tout avait l'air normal pour elle. J'ai vu un deuxième médecin dans mon travail, parce que je travaille aux urgences, du coup, donc j'en ai parlé. J'ai fait un bilan de santé qui était parfait, donc pareil, on a laissé encore un petit peu traîner. Et troisième médecin, en fait, où la boule continuait à grossir, donc ça déformait un peu mon sein. Et je disais, bon bah voilà, même si c'est un kyste, j'aimerais le faire retirer. À ce moment-là, quand j'ai fait des examens, on va dire complémentaires ou un peu plus poussés, on a découvert que c'était beaucoup plus qu'un kyste, et c'était déjà bien avancé. Est-ce que tu as, pas un regret, mais une déception que les premiers médecins que tu as rencontrés, peut-être au contact de qui tu es justement dans ton métier d'aide-soignante, n'aient pas pris la mesure de cette grosseur, de cette boule que tu avais dans le sein et qui aurait peut-être pu être retirée plus tôt? Non, pas spécialement, parce que c'est vrai que voilà, il y avait pas d'antécédents, il y avait rien moi j'étais pas fatiguée, je me sentais en forme, je faisais déjà de la course à pied, je courais bien à ce moment-là, je faisais mes meilleurs chronos aussi, donc j'étais vraiment persuadée que c'était un kyste, moi aussi. Bon, après je suis pas médecin, hein, mais tout allait bien, donc j'ai pas de regrets de ce côté-là. Après je me dis juste que oui, effectivement, euh, même si c'est pour rien, vaut mieux faire des examens plus poussés que pas du tout, en fait. En tant qu'aide-soignante, ce terme de cancer n'est pas forcément quelque chose de surprenant. C'est quelque chose que tu rencontres peut-être dans ton quotidien et dans ton métier. Comment tu l'as accueilli quand on a posé le diagnostic et que les médecins que tu as pu voir t'ont annoncé cette mauvaise nouvelle? Je pense que justement le fait de travailler à l'hôpital, ça permet de relativiser. Je me sentais bien, j'étais hyper bien accompagnée, j'ai toujours été avec mon père, j'ai toujours été avec voilà mon entraîneur de l'époque, ma famille, mes amis du club aussi, c'était très très important. Et au départ, bien sûr, c'était difficile, hein, c'est une annonce incroyable quand on apprend ça à 24 ans. En plus, j'avais des métastases ganglionnaires, donc on m'annonçait un tableau qui était pas très bon. Je me disais, ben mince, là, c'est chaud. Je m'en voulais un petit peu à moi-même aussi, parce que je me disais, bon, au final, j'ai laissé traîner, même si les médecins me disaient que c'était normal. Et bon, bah, au final, voilà, en étant si bien accompagnée, ça s'est bien passé. Et je l'ai plutôt bien pris. J'ai rassuré mes proches, j'ai rassuré mon père. Je savais que j'allais me battre. Donc pour moi, c'était encore un marathon, on va dire, encore un petit marathon sur la vie. Et ce sentiment de culpabilité, tu l'as vite balayé? Tu t'es dit, bon, là, il y a le combat qui m'attend, il faut monter au front? C'est ça, c'est ça. Non, je pense que je me suis bien battue, mais surtout grâce à mes proches. Et ouais, l'idée, c'était, en fait,
j'avais pas envie de me plaindre ou j'avais pas envie de me faire plaindre. Et je pense que ça a toujours été un petit peu dans mon tempérament. À chaque fois qu'on me disait, je pense que j'ai pris ça comme un défi. Je me suis toujours dit, bon bah voilà, si on pense que j'en suis pas capable, je vais me battre et je vais montrer que je peux y arriver. Ça, tu l'avais déjà en toi, étant jeune, ce côté bagarreur, le fait de vouloir montrer justement que tu pouvais relever un défi, ou est-ce que ça s'est révélé au moment de cette annonce? Je pense que je l'avais déjà avant parce que j'ai toujours été hyper sportive. Voilà, avant de tomber malade, je faisais déjà 36 minutes au 10 km. Donc j'étais compétitrice. Après, je pense que ça l'a révélé davantage. C'est-à-dire que j'ai toujours été un peu têtue, donc j'ai toujours été voilà au bout de mes idées, même si des fois on me disait non, tu pourras pas le faire, tu pourras pas y arriver. Et j'ai toujours été un petit peu contre tout ça. Donc voilà, je me suis battue. C'était tout naturel pour moi d'aller au bout de ce défi. Pour toi, il était hors de question de faire une croix sur le sport. On va voir que ça t'a, je pense, aidé dans la maladie, dans peut-être le fait de supporter les traitements, de continuer à avoir une activité sportive. On en avait parlé avec Antoine, donc Iron Toinou, qui est passé aussi par ce type de bataille et de combat à travers son lymphome. Lui, le sport l'a toujours aidé. Pour toi, à partir du moment où l'annonce a été faite, même si mentalement, je pense que c'est dur à accepter, tu as vite rebondi et tu t'es dit, voilà, il faut que je continue mon activité sportive. Il était hors de question que tu mettes les chaussures au rencard. Ah, c'est sûr. Ça, c'était une certitude. Après, il y a eu des jours plus difficiles que d'autres, c'est sûr. Mais pour moi, c'était une évidence. Il fallait que j'aille courir. De toute façon, je pouvais pas travailler parce que j'avais plus de défense immunitaire, vu que je travaillais à l'hôpital. J'étais en aplasie, donc en gros, je restais dans mon salon, sur mon canapé, je pouvais pas bouger. Donc si j'avais pas au moins cette activité-là, façon de parler, je pense que je me laissais mourir dans mon canapé, quoi. Donc même les jours où j'avais moins envie, il y a mon père qui venait toujours à la maison tous les jours et il me disait, bon allez, t'es fatigué, mais c'est pas grave, tu vas prendre ton vélo et puis on va rouler. Donc ça a été, on va dire, quelque chose d'important pour rythmer également tes journées, cette activité sportive. C'était la bouffée d'oxygène dans, on va dire, ces moments un petit peu moroses. Et entre l'annonce de cette découverte, de cette tumeur, et le début du traitement, il s'est passé combien de temps? Parce que ça peut quand même être long finalement, enfin, de se dire, j'ai ça, j'ai envie le plus rapidement qu'on m'enlève ce mal. Et le début du traitement, il s'est passé combien de temps? Il s'est passé quasi 2 ans de traitement parce que j'ai fait 8 mois de chimiothérapie. Après, j'ai fait 2 mois de radiothérapie, pardon. Et entre-temps, j'ai eu pas mal d'opérations. Donc, juste après la chimiothérapie, on a fait l'ablation du sein. Ensuite, pendant les autres périodes, on a fait semi-reconstruction par grand lambeau dorsal. Enfin, il y a eu plein de phases. Ensuite, il a fallu faire retirer le second sein parce qu'on a fait des tests génétiques qui ont révélé que c'était positif. Donc j'avais quand même beaucoup de chance entre guillemets d'avoir un second cancer. Donc on a tout enlevé. Il s'est passé du temps. Ma dernière opération était en 2019. Les premières injections de chimiothérapie, il se passe quoi dans le corps? Tu t'as senti des effets indésirables? Est-ce que tu as, juste après ces séances, réalisé peut-être des entraînements pour continuer à lutter et accélérer peut-être l'efficacité de ces chimiothérapies? Comment tu as procédé et organisé tes entraînements? C'était peut-être compliqué, comme tu le dis, avec des jours des jours sans. Bah les premières chimios, c'était pas les plus difficiles parce que je pense que mon corps était encore assez fort et ça allait quand même dans l'ensemble, même si je sentais que j'étais rapidement essoufflée, je sentais que mon cœur battait très très fort. Comme il y avait beaucoup de cardiotoxiques aussi dans les traitements, donc je pouvais faire un footing à 12 km/h et mon cœur battait à 180. Donc c'était assez compliqué à gérer au départ, mais voilà, en s'adaptant, j'ai continué la pratique de mon sport, on va dire, de façon assez intense parce que je courais quand même tous les jours, mais j'ai adapté cette pratique. Donc au départ, je courais à 12 à l'heure, après je courais à 11, après je courais à 10, s'il fallait je courais à 8, parfois même je marchais, mais j'étais tout le temps dehors. Et c'était important pour moi de continuer à faire du sport ou de continuer à avoir une activité parce que sinon j'avais l'impression de vraiment de rien faire du tout. Et sur un plan physique, cancer du sein, on touche à, on va dire, un attrait de la personnalité féminine. Est-ce que ça a été difficile de faire une croix dessus, de dire on passe par l'ablation du premier, reconstruction qui ne s'est pas passée comme tu l'aurais souhaité, la perte peut-être des cheveux? Comment on l'accepte quand on est femme comme toi, jeune et en pleine force de l'âge?
Comment elle accepte, je sais pas. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi, et le fait d'avoir été toujours très sportive, j'ai jamais connu entre guillemets cette facette. Enfin, je me suis jamais réellement sentie femme auparavant. J'étais toujours la jeune sportive. Donc bon, j'étais toujours en brassière, même si j'avais pas de poitrine. Pour moi, c'était pas très embêtant. Puis je le prenais toujours un petit peu sur le ton de l'humour avec mes amis. On me disait bon bah voilà, je serais plus légère pour aller courir, plus de cheveux. Bon bah j'étais comme mon père finalement. Donc j'essayais toujours de tourner ça à l'autodérision. Et non, dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien vécu, mais je l'ai bien vécu surtout parce que j'ai été très très bien entourée. Entouré par la famille, est-ce que là où tu as suivi tes traitements, il y avait une équipe également, peut-être de psychologues, de personnes qui, sur un plan mental, accompagnent les patients? Non, j'ai jamais vu de psychologue. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le même processus que moi et qui ont besoin de voir des psychologues, et franchement, je les encourage à le faire, c'est important. Moi, j'ai jamais eu de psychologue, j'en ai jamais vu, et je pense que je voulais pas spécialement en voir non plus, parce que je savais ce qui m'attendait. Le fait de travailler à l'hôpital, voilà, je découvrais pas la maladie. Et non, j'ai été très très bien entourée par l'équipe médicale. J'avais un oncologue qui était vraiment génial. À chaque fois qu'il me voyait, il me faisait la bise, il me disait mais qu'est-ce que tu fais là? Tu pourrais être ma petite fille. Enfin, il était toujours un peu sur le ton de l'humour. Avec mon père, on rigolait beaucoup quand on allait en rendez-vous. Alors c'est pas forcément des endroits effectivement où on rigole, mais Non, d'avoir peut-être un moral qui soit au beau fixe, le c'est ça. soutien de ton papa donc sur toute cette maladie et de tes proches, c'est aussi un facteur donc de guérison peut-être. Enfin Ah c'est oui, même oui, pas peut-être, c'est complètement. même sûr. Oui, c'est sûr. Bah, très souvent, je disais, enfin, on me disait d'ailleurs que je minimisais un petit peu la maladie, parce que quand j'en parlais, je donnais l'impression aux gens d'avoir une grippe. J'avais pas, voilà. Les gens me disaient mais ça va? Je dis bah, moi ça va très bien. Ça va peut-être mieux que ma voisine, mieux que mon voisin. Donc Donc c'était pas un déni, c'était non. le fait que tu saches en tant que personnel médical quel allait être le protocole, quelles allaient être les étapes. Il y a des moments où tu as douté quand même, où tu t'es dit bon là c'est dur. Bah, sur la fin des traitements et avec les opérations, moi j'ai un peu douté, parce que en fait j'ai toujours eu l'habitude d'être quand même très à l'écoute de mon corps et de gérer mon corps. Sauf que là, je pouvais pas gérer mon corps. En fait, c'était les traitements qui dictaient un petit peu tout. Et sur la fin des traitements, ouais, c'était un petit peu difficile, parce que forcément, voilà, bon, j'avais pas de cheveux, j'étais toute maigre. Je disais à mon père, bon bah voilà, en vulgairement, à chaque fois que je me regardais, je disais oh là là, la tête de cul, c'est chaud. Donc voilà, c'était un peu difficile, surtout les opérations, parce que pour le coup, j'étais privée de course avec les différentes opérations où voilà, j'avais des cicatrices un peu partout, où il fallait pas trop les abîmer avec les sutures. Et là, ouais, pour le coup, je me sentais un petit peu punie. C'était un peu la double peine pour moi. De plus avoir la main sur ce corps que tu aimais justement faire bouger et performer avec lui sur C'est ça. ses compétitions auparavant. Là, tu étais privé et Ouais, bridé. c'est ça. Je me sentais vraiment bridée. Et comment tu as, sur ces moments difficiles, trouvé l'énergie pour rebondir, pour aller de l'avant? C'est les paroles de ton papa, c'est vraiment l'entourage, tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui est important et qui t'ont manifesté peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie. Ça, tu Ah t'en oui, es oui. peut-être servi également. Ah oui, oui, complètement. Bah, je pense que sans tout ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Parce que même si on a beau avoir un gros mental, quand on est tout seul, bah c'est complètement différent. Après, ouais, j'ai vraiment eu le soutien de énormément de monde. Les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que quand je suis tombée malade, j'ai commencé à en parler sur mon compte Instagram et à mettre des photos, chimio après chimio, et en parler. Les gens étaient choqués, on me disait mais mince, t'as 24 ans, t'as un cancer. Je dis bah ouais, donc voilà, ma force maintenant, ça va être d'en parler. Et j'ai cherché un petit peu partout des reportages ou des témoignages sur des femmes qui étaient malades et qui continuaient le sport. J'en ai jamais vraiment trouvé, surtout à mon âge. J'ai trouvé beaucoup de témoignages, mais des femmes qui avaient 45, 50 ans, 60 ans, et à moins de 30 ans, il y en avait très peu. Donc pour moi, c'était aussi important d'en parler pour déjà peut-être rencontrer du monde qui était dans le même cas que moi. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à rencontrer beaucoup de personnes. Mais je me suis aussi dit que par la suite, si d'autres personnes étaient dans mon cas, je pense qu'elles seraient contentes de lire mon témoignage aussi. Donc c'était vraiment tout un petit cheminement où je me suis dit bah voilà, quoi qu'il arrive, ça va me porter en avant et ça va vraiment pouvoir m'aider et aider d'autres personnes. Parce que pour le coup, c'était comme un petit journal intime. Ça te permettait
te confier peut-être et de montrer la réalité des choses. Là, les réseaux sociaux, on n'était pas sur des filtres, on n'était pas sur des mises en scène. C'était vraiment brut par rapport à ton vécu et à ton quotidien. C'est ça. Et du coup, je suis passée de 36 minutes avant la maladie, 43 minutes ou 44 minutes pendant la chimio, où je montrais aux gens que je continuais à courir, que je voulais continuer à courir, que j'étais motivée. Je montrais un peu tout, les premières pertes de cheveux, quand je passais ma main dans mes cheveux, tout ce qui pouvait tomber, les premières photos avec le crâne rasé. Alors au début, les gens comprenaient pas trop parce que s'ils voyaient juste défiler les photos sans forcément lire, on me disait mince, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu un pari. Mais au final, non, les gens ont très bien compris et je pense que tout ça a été. J'ai rencontré énormément de personnes bienveillantes et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Alors tu disais, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes jeunes de mon âge qui, en parallèle donc de cette épreuve, pratiquaient le sport. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système de santé tel que tu le côtoies, le sport et un traitement médical comme celui du cancer ne font pas forcément bon ménage? Est-ce que les médecins sont encore sceptiques sur l'utilité et la nécessité de bouger et de faire du sport? Alors maintenant non, et heureusement d'ailleurs parce que maintenant il existe maintenant il y a le sport sur ordonnance qui fonctionne très bien, j'espère. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que depuis moi ça va mieux, mais maintenant voilà, il y a le sport sur ordonnance et je pense que c'est quelque chose de vraiment très bien parce que les médecins vont aider et encourager les gens malades ou peu importe la maladie d'ailleurs, à faire du sport et à sortir, à voir du monde, à garder un lien social. Je pense que c'est vraiment très très important. Après moi, quand je suis tombée malade en 2015, les médecins étaient pour que je continue à faire de la course à pied, mais pas en compétition. Donc c'était un peu compliqué au départ pour avoir un certificat médical. On s'est bien battu, mais au final on a réussi parce que justement j'avais confiance, mon médecin avait confiance et bon, il avait confiance. Je sais pas s'il avait raison d'avoir confiance parce que moi je voulais toujours aller un petit peu plus loin, mais en tout cas il a bien fait parce qu'aujourd'hui c'est aussi grâce à lui que j'en suis là. Entre le début donc de ce marathon pour la vie à travers cette difficile épreuve qu'est le cancer et le moment où tu as finalement arrêté le traitement, on t'a dit là c'est bon, tu peux reprendre la course à pied en compétition, il s'est passé combien de temps? Il s'est pas passé de temps parce que j'ai toujours fait de la compétition, du coup j'ai toujours continué. C'était important pour moi de vraiment continuer. Je voulais pouvoir aller au club, je voulais pouvoir aller m'entraîner sur piste. Et pour tout ça, il fallait que j'ai une licence. Donc, c'était primordial d'avoir mon certificat médical, justement, par mon médecin. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on s'est vraiment bien bagarré. Et j'ai réussi à l'obtenir. Et grâce à ça, j'ai toujours continué la compétition. À mon niveau, en m'adaptant. Tu lui as donné quoi comme argument pour justifier de la nécessité qu'il te signe cette attestation pour ce certificat médical? Alors, avec mon père, on a un petit peu joué sur les mots. C'est-à-dire que comme mon médecin était pas très sportif, je lui disais que j'allais continuer les compétitions, mais pas les championnats. Donc il me disait bon d'accord. Et au final, je continuais mes compétitions, mais comme avant. Donc, un championnat, c'était aussi des compétitions. Alors, comme avant, mais tu l'as dit, en acceptant de repartir quand même de plus loin. Oui. De ces 36 minutes aux 10 km, tu es passé à plus de 40 minutes. Comment dans la tête on accepte justement de courir un petit peu avec le frein à main parce que de toute façon, tu ne pouvais pas peut-être donner plus? Ah non, je pouvais pas. On accepte parce qu'il n'y a pas le choix. Je me disais que de toute façon, avant de tomber malade, je faisais 36 minutes et je donnais tout pour faire 36 minutes. Pendant la maladie, je faisais 44 minutes, mais je donnais tout aussi pour faire 44 minutes. Donc au final, à l'arrivée, je me disais il y a pas de regret parce que j'ai donné tout ce que je pouvais et je peux pas faire mieux. Donc c'était difficile au départ de ne pas comparer. Mais après, je me disais j'ai pas la même forme qu'avant, j'ai pas la même vie qu'avant, donc je peux pas. Il faut pas comparer, il faut pas rester sur l'avant. Et je me disais toujours de toute façon, si tout se passe bien, il y aura un après et il sera encore mieux encore. Donc il fallait vraiment rester là-dessus et voir plus loin. Et donc tu as continué donc à batailler semaine après semaine. La forme est revenue petit à petit. Est-ce que tu as un souvenir de cette difficile période, une personne que tu as rencontrée qui aurait vraiment été déterminante pour toi dans cette ce drame de la vie, on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que ce serait ce souvenir qui reste pour toi marquant de cette traversée du désert?
Eh ben, j'aurais bien une personne en tête, et c'est la présidente de l'association Cassiopéa, Nathalie David, qui a été un gros soutien pour moi. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée pendant que j'étais malade. Je l'ai rencontrée vraiment. Moi-même, j'étais en traitement en chimiothérapie, et au final, elle m'a toujours. Oh, j'ai un réveil. Ça, c'est quand je travaille. C'est pas l'heure de la sieste. Non, non, c'est pas l'heure de la sieste. Du coup, c'est Nathalie David qui m'a toujours aidée, qui m'a toujours un petit peu. Enfin voilà, elle m'a accompagnée pendant une certaine période où moi j'étais malade et elle avait été malade auparavant. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée justement qui avait été malade et qui avait la même envie que moi, les mêmes besoins de défis et de sport, de performance. Donc elle fait des Ironman, elle fait des courses, des courses incroyables, la Diagonale des Fous, des courses comme ça. Et sachant l'entraînement que c'est, la vie d'à côté, les traitements, je me disais, mais en fait, oui, c'est une personne comme ça. Voilà, je me rapprochais plus de cette personne-là que d'une autre. Et je l'ai rencontrée pendant que j'étais malade, en pleine chimio, où je pense que c'était une des périodes les plus difficiles de ma vie. Vraiment, ce moment-là, où je l'ai rencontré lors d'une marche, et au final c'est passé, tout ce qui s'est passé, les compétitions, ma rémission et tout ça, et aujourd'hui je suis marraine de cette association, et voilà, j'ai rencontré énormément de femmes qui ont été touchées par la maladie, et ça m'a beaucoup aidée, parce que à cette période-là justement je connaissais pas grand monde qui avait vécu les mêmes opérations, les mêmes traitements, et ça m'a permis d'avoir beaucoup de réponses à mes questions. Est-ce que c'est encore un sujet qui est tabou dans nos sociétés? On n'ose pas, toi, mettre le mot sur j'ai un cancer. On parle souvent, la personne, voilà, elle a une longue maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu veux, par cette association, par ces rencontres, par les échanges que tu peux avoir avec ces autres femmes, mais bon, ça touche également des hommes, dire, avec du courage, avec du soutien, avec du sport, on peut s'en sortir? Ah oui, complètement. Et je pense que c'est hyper important d'ailleurs, parce que il faut pas rester seul. Et le fait de rencontrer des gens qui vivent les mêmes choses, que ce soit en tant que malade ou en tant qu'aidant, parce que les aidants sont hyper importants. C'est important, oui, bien sûr, c'est hyper important. Et dans les yeux de tes parents, ils t'ont accompagné, ils t'ont soutenu, mais ça, c'est face à toi, ils se devaient d'être forts, comme de ton côté, hein, tu te devais d'être peut-être forte face à tes parents pour ne pas montrer tes faiblesses. Est-ce qu'ils ont quand même eu des doutes, des peurs, des craintes? Peut-être que vous échangez peut-être un peu plus aujourd'hui sur ces sujets-là. Quelle a été finalement votre relation, et est-ce qu'elle s'est renforcée un petit peu plus qu'avant? Oh oui, complètement. Alors je suis pas très proche de ma mère, donc j'ai pas vécu toute cette période avec ma mère. Mais par contre, avec mon père, on est vraiment liés. C'est assez incroyable. C'est lui qui m'a élevée. On a toujours été ensemble. On a toujours quasiment tout fait ensemble, de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Il m'a toujours accompagnée. D'ailleurs, même pour mes traitements, il a toujours été présent. Tous mes rendez-vous, toutes mes chimios, il m'a accompagnée tout le temps. Et ça a vraiment renforcé nos liens. Après, je pense qu'il a eu beaucoup plus peur que moi, parce que moi, j'étais un peu dans le déni de la maladie. Donc, je la vivais, mais comme si j'étais un petit peu de loin. Donc, je vivais les choses et puis je me prenais pas trop la tête. C'était chaque étape après étape. Alors que mon père, il essayait de voir un peu plus loin. Et je pense que oui, certaines fois, il a dû avoir très peur. Quand le mot rémission a été prononcé par ton oncologue, là, tu dois dire, c'est la ligne d'arrivée, comme un marathon finalement. C'est ça. Ah non, c'est vrai que le jour, la première fois où on m'a dit que j'étais en rémission, j'étais vraiment très contente. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait répéter 3 fois, parce que j'étais là, vous avez dit que... Il m'a dit oui, vous êtes en rémission. Alors après, rémission, ça veut pas dire que je tomberai jamais malade, parce que j'ai eu un cancer qui c'était un triple négatif, et sur des cancers comme ça, il y a pas mal de chances de récidive, entre guillemets, voilà. Mais après, on va toujours faire attention, surtout qu'on est déjà passé par là aujourd'hui. Mais non, ouais, c'est un énorme soulagement, bien sûr. Donc il y a plus cette épée de Damoclès. C'était peut-être pour ça l'ablation du second sein, pour prévenir d'une éventuelle rechute, au moins sur cette partie-là. Oui, c'est ça. C'était vraiment le but, en fait. C'est, comment dire, il fallait, c'était quasi une obligation, hein. Il fallait vraiment faire retirer le second sein pour pouvoir continuer à vivre normalement, et se dire que normalement, voilà, il y a moins de chances de récidive. Après, il peut toujours y en avoir, et je sais que je suis pas à l'abri, hein, comme n'importe quelle personne qui a déjà eu un cancer.
mais je suis assez positive de nature et je me dis que tout ira bien. Tu l'as terrassé et aujourd'hui, au vu des performances que tu affiches depuis, ça a donné un élan vraiment à ton envie de croquer la vie et d'être pleinement investi tous les jours dans ton entraînement, dans tes compétitions et dans les résultats que tu peux afficher. C'est ça, c'est ça. Mais ça a été un vrai tremplin, hein, parce que vraiment, avant de tomber malade, j'ai toujours été passionnée, j'ai toujours adoré la course à pied, j'ai toujours adoré courir. Et je pense que c'est comme un second souffle aujourd'hui. Je peux reprendre, je suis en pleine possession de mes moyens et c'est un réel plaisir. Et à chaque fois que je vais courir, je me dis que j'ai énormément de chance parce que je suis là, parce que je peux courir, parce que je prends plaisir à courir et je fais ce que j'aime. Et je peux pas rêver mieux. Est-ce que tu es surprise de ce que ton corps te permet de faire aujourd'hui que tu ne soupçonnais peut-être pas avant la maladie? Est-ce que tu le pousses encore plus loin que ce que tu n'avais fait auparavant? Ah bah oui. Je pense que déjà je suis hyper surprise parce que voilà, comme j'ai fait une année exceptionnelle en termes de performance. Je suis tellement heureuse des performances que j'ai établies cette année. Et je sais que tout ça c'est grâce à mon club, grâce à mon père parce que c'est lui mon entraîneur. C'est juste énorme. Et après, bien sûr, quand on est compétiteur, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin. Donc même si je suis hyper contente des performances que j'ai fait cette année, bah quelque part j'ai toujours un petit œil sur l'avenir et je me dis bon bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ça et demain j'aimerais faire ça. Donc toujours un petit peu mieux, toujours un petit peu plus. Et je sais pas jusqu'où je pourrais aller, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tant que je prendrai plaisir à courir, tant que je prendrai tant qu'il y aura la performance et surtout voilà le plaisir et la santé, tout ira bien. Alors, si on remonte un petit peu dans le temps, 6 mois seulement après une opération donc d'ablation ou de reconstruction, tu deviens quand même championne de France du marathon. Donc ça, c'est la région, hein, Centre-Val de Loire. C'est ma région et c'est pour ça que ça t'a peut-être porté chance. Le parcours Ah, à voilà. Tours était plutôt agréable pour toi. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce titre de championne de France du marathon acquis très peu de temps après cette difficile épreuve? Ah, c'est sûr. Bah, en fait, cette course, cette journée même, je pense que c'était plein de petites choses qui se sont accumulées où je me suis dit, mais en fait, là, c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre. Et alors, faut quand même savoir que j'ai gagné les championnats de France en 2016, voilà, après la maladie. J'ai gagné en 2h55. Donc, c'est un très bon chrono, mais c'était pas un chrono de championnat de France, on va dire. Mais il y a eu plein de petites choses. Il y avait 2 ou 3 nanas qui étaient attendues ce jour-là, qui ne sont pas venues. Il y a eu une nana qui est partie qui est partie trop vite. Du coup, je l'ai vue abandonner. J'ai vu une autre nana, pareil, qui n'était pas bien le jour de la course, pareil. Donc, je pense qu'elle a mis le clignotant. Elle s'est laissée ralentir. Et là, au final, je me suis dit, mais là, j'ai l'impression que je suis en train de faire un podium au championnat de France et c'était un truc de fou. Donc, pareil, la course se passe et arrivé à peut-être 2 kilomètres de l'arrivée, je vois la première nana avec la moto. Et je me dis, non, mais là, c'est juste incroyable. Je lui dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis pas, en fait. J'accélère, je me dis, reste 2 kilomètres, je donne tout. Et j'ai réussi à la doubler. Et au final, je gagne le titre du championnat de France. Enfin, pour moi, je dis souvent que je gagne le marathon de Tours. Après, c'était un bonus, le titre du championnat de France. J'étais vraiment très, très, très contente. C'était une belle revanche, sur la vie, sur la maladie, sur tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Donc, j'étais vraiment très, très contente. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était totalement inattendu. Alors, quelles émotions sur le podium en entendant la Marseillaise? Qu'est-ce que tu as ressenti? À quoi tu as repensé sur ces quelques instants sur la plus haute marche du podium? Ah bah je crois que j'ai pleuré d'ailleurs sur le podium. Je pense bien que j'ai pleuré parce que j'étais hyper fière. Et puis je voyais ma famille parce qu'il y avait ma grand-mère, il y avait mon oncle, il y avait mon père. Enfin voilà, c'était la fierté quoi, vraiment. Pour eux et pour moi aussi. J'étais tellement contente d'être là. Enfin, ça aurait été n'importe quel marathon, j'aurais été super heureuse. Mais c'est vrai que ce jour-là, je l'ai été d'autant plus parce que c'était le championnat de France et que l'année d'avant, j'avais pas pu y participer justement à cause du cancer. Donc c'était ma revanche. Et quelle préparation tu avais effectuée alors, sans avoir peut-être cet objectif de performance, mais il se composait de quoi ton entraînement à l'époque? Eh ben alors, ce qui était drôle, on va dire, c'est que comme je travaillais pas à cette époque, c'était encore très frais par rapport à la maladie. Après j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique, mais vraiment la période où j'ai pu m'entraîner,
en fait, je travaillais pas et je faisais que courir. Donc ça m'a permis de reprendre ou de retrouver mon niveau assez rapidement parce que du coup j'avais plus de traitement, la santé revenait et la forme aussi. Donc je pouvais m'entraîner, je faisais un petit footing le matin, je faisais ma sieste l'après-midi, alors pas tous les jours, hein, mais je pouvais faire du bi-quotidien comme ça, peut-être 2 à 3 fois par semaine, et ça me faisait énormément de bien. Et je sentais que la forme revenait aussi, donc c'était vraiment très très agréable. Donc préparé comme jamais. Tu avais une vie de semi-athlète professionnel, voire quasiment professionnel, avec C'est ce ça, rythme. c'est ça. Ah là, c'était génial. Là, je pense que c'était le meilleur moment. Si aujourd'hui je pouvais avoir du temps comme ça, ce serait parfait. Mais bon, après, faut pas trop en demander. Mais non, en tout cas, c'était vraiment top. Et surtout le fait de reprendre possession de mon corps et de retrouver mes sensations, là, c'était vraiment génial. Alors, 2 ans après, tu t'es pas contenté d'un titre de championne de France, tu es montée sur une distance bien plus longue. Pourquoi avoir voulu expérimenter le 100 km? Parce que tu affichais quand même des chronos sur 10, 36 minutes, c'est pas rien, mais peut-être plus à l'aise sur les longues distances. Ça, c'est ton entraîneur et papa avec qui vous avez peut-être discuté pour allonger la distance? C'est ça. Bah en fait, c'est pareil. C'était tout par rapport à la maladie, c'est-à-dire que avant de tomber malade, enfin à cette période en 2018, quand on m'a fait la reconstruction mammaire, on m'a enlevé 15 cm de peau dans le dos avec le muscle dorsal. Ce qui fait que j'étais hyper limitée au niveau de mes mouvements avec les bras. Et, euh, et à cette période, je pouvais pas faire de vitesse parce que qui dit vitesse dit voilà, les bras ils devaient être hyper sollicités et je pouvais pas, ça me faisait mal. J'étais vraiment bridée physiquement. Donc on s'est dit bon bah et moi j'ai besoin d'objectifs pour courir. Donc je me dis voilà si qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir continuer à courir mais sans avoir cette sensation d'être bridée ou que mon corps ne tolère pas vraiment. Du coup, on s'est dit bon bah voilà, le marathon ça va encore assez vite. Donc c'est compliqué, on s'est dit bon bah allez, on va tenter le 100 km. 100 km, c'était une allure entre guillemets de footing mais qu'il fallait tenir très longtemps. Donc on s'est lancé là-dessus comme ça. Alors, comment tu t'es préparé pour un 100 km? Ton papa faisait le suiveur, l'accompagnateur sur vélo? C'est ça, il m'a suivi en vélo. Faut savoir que 100 bornes à vélo, c'est pas facile aussi, hein. Surtout que mon premier c'était Belvès, qui a pas mal de dénivelé quand même, et que pour un premier, la gestion était difficile. Moi, j'avais jamais fait de distance supérieure au marathon. Là, je découvrais vraiment une autre discipline, un autre format avec d'autres personnes, et ça n'avait strictement rien à voir. Mais j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai vraiment adoré la course, c'était génial. Après, c'était très très dur. Alors là aussi, tu partais juste pour finir les 100 km ou tu avais en tête peut-être un podium, un classement assez honorable? En fait, je voulais terminer. Déjà, je voulais surtout le terminer parce que je sais que c'est comme un marathon, on n'est jamais sûr de rien tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Et là, c'était 2 fois supérieur, enfin la distance était 2 fois supérieure au marathon. Je voulais vraiment terminer. Je me suis dit bon bah voilà, pareil. Après mes opérations, c'est encore une revanche sur la vie. Je me dis bon maintenant, c'est mon défi. J'avais besoin d'objectifs, j'ai mon objectif. Maintenant, on va jusqu'au bout. Et ça a été très 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 dur. Mais c'est vrai que la maladie aussi, ça m'a beaucoup aidé pendant cette course parce que dans toutes les passes, enfin dans le creux de la vague, on va dire, hein, tous les passages plus difficiles, je me suis vraiment dit bon allez, quand même, t'as vécu plus difficile, maintenant relève la tête et regarde devant toi. Mais après, voilà, mon père il se moque toujours un petit peu de moi quand on parle de la course parce que vraiment c'était pas facile. Hein. Je pense qu'au kilomètre 80 j'ai commencé à marcher. Kilomètre 82, j'ai commencé à pleurer. Enfin voilà, après ouais, après ça a été hein, mais c'était long, c'était difficile. Mais je suis très très contente. Et donc Vraiment tu bien. finis en moins de 10 heures Oui, avec encore là un très beau classement. oui, c'est vrai. Je finis, je crois troisième ou troisième de la course avec, enfin deuxième des championnats de France et en 9h35 pour mon premier. Ouais. J'étais contente. Depuis, tu as jamais repris, expérimenté ce format 100 km. Est-ce que tu penses y revenir un jour? Ou est-ce Si que si, j'en ai refait un l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait les 100 km d'Amiens. Je fais quatrième des championnats de France en 8h25. donc là tu as baissé de plus d'une heure le chrono. C'était peut-être Ouais, plus plat. c'était beaucoup plus plat, beaucoup plus plat, mais pas moins difficile. Hein. Vraiment, je pense que j'ai toujours un énorme creux au kilomètre 80 où c'est toujours très très compliqué. Et même si je fais beaucoup d'entraînement, même si je fais beaucoup d'endurance, même si on continue toujours sur l'endurance à fond, bah des fois
ça reste difficile. C'est une épreuve, c'est une très belle épreuve, mais qui reste vraiment difficile. Je pense que c'est pas que physique, c'est aussi mental. Au regard de ta situation professionnelle en tant qu'aide-soignante, tu la composes comment ta semaine? C'est en fonction peut-être de tes envies. Tu le dis, hein, il te faut un objectif pour aller courir, sans quoi c'est peut-être plus compliqué. Mais comment tu gères tes entraînements avec le travail de nuit, les jours de repos? Ça s'organise comment? Bah c'est plutôt simple. Après, j'ai pas un planning qui est fixe. Donc par semaine, je peux faire des fois seulement 2 nuits, ou alors des fois 4 nuits, mais qui sont pas collées. Donc ça va être 2 nuits en début de semaine, 2 nuits en fin de semaine, ou des fois 3 en plein milieu. Donc c'est pas fixe. Mais en général, je m'adapte, surtout par rapport à mon travail. Je vais courir, j'ai des séances, j'ai mon programme d'entraînement à la semaine, comme toutes les autres personnes du club. Et les entraînements, j'essaie de les alterner. Donc si c'est entre 2 nuits de travail, je vais plutôt faire le footing et ma séance sur mon jour de repos. Donc après, en s'adaptant comme ça et en étant très à l'écoute de mon corps, ça se passe très bien. Est-ce que tu mets du renforcement musculaire? Parce que sur ces longues distances, en termes d'endurance, faut quand même être solide et avoir une constitution donc assez forte. Est-ce que ce sont des choses que tu ajoutes dans ton entraînement? On fait une séance de renforcement musculaire et en général au club il y a 2 séances de travail de pied avec des plots que mon père nous met en place. Moi généralement j'y vais qu'une seule fois par semaine parce que il y a soit un mardi soit un jeudi où je travaille. J'arrive pas à être aux deux. Mais non, sinon on en fait un petit peu. Ouais. Après, je vais pas mentir, le renforcement musculaire, les étirements et tout, c'est pas trop mon truc. La sieste, oui, mais pas le renfort et pas les Ouais, voilà. étirements. Et moi, j'aime que courir, donc si on va courir, c'est parfait. S'il faut faire des abdos, je suis juste allongée sur le tapis, quoi. Alors ta relation avec ton papa et ton entraîneur, il arrive à faire la distinction entre la fille et l'athlète? Oui, ouais, je pense qu'il arrive à faire la distinction. Après, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les autres athlètes et moi. Il y a vraiment aucune différence. On est tous à égalité et ça c'est vraiment ce qui aide aussi quoi. Il y a plein de fois où mon père m'a dit étant plus jeune par exemple, voilà, si tu veux pas courir, tu pars. Je partais, je rentrais à la maison et voilà, et c'est comme ça aussi je pense que ça fonctionne et il faut pas faire de différence. Mon père, il est aussi dur avec les autres qu'avec moi. Peut-être plus Après dur même, non? Il n'y a pas ce côté plus dur, non? non, ça va. Je pense qu'il est pareil. Après, il sait que je suis vraiment motivée, que je suis vraiment déterminée. Il me connaît par cœur aussi. Hein, c'est ça aussi l'avantage. Donc, ça lui permet de me pousser. Il y a plein de moments. Enfin, voilà, sur plein d'entraînements, il m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu vas partir sur tel chrono. Moi, je lui dis, mais non, mais là, c'est pas possible. Il me dit, écoute, je te connais, fais-moi confiance, tu pars sur tel chrono. Mais il est comme ça avec tout le monde. Et ça aide bien aussi. Quelles seraient les séances que tu affectionnes et celles que tu détestes? Alors les séances que j'adore, forcément, ça va être les séances longues. Par exemple, des 2 fois ou 3 fois 5000, des 4 fois 3000, des 5 fois 2000, des choses comme ça. Là, vraiment, c'est vraiment mon truc. Par contre, ce que je déteste, c'est tout ce qui va être en dessous de 500 mètres. Donc s'il faut faire des 200, des 300, des 400, voilà, là, je vais me plaindre pendant 1 heure. Je vais être là, oh là, ça me saoule, mais ça me saoule. Au final, je le fais quand même, hein, mais j'aime pas. Alors, tu le disais, être donc par rapport à cette maladie, tu avais perdu du poids. Tu l'évalues à combien en termes de kilos? Parce que c'est un Euh, avantage pour le coureur à pied d'être plus léger. Mais là, Ouais, mais là, j'avais pas beaucoup de force, donc c'était un peu plus compliqué. Après, j'ai un petit gabarit aussi, hein, je fais 1m50, donc forcément, 2-3 kilos de différence, ça se voit. Il a fallu faire d'ailleurs en fonction des différences de poids, parce que pendant que j'étais en chimio, je faisais 46 kilos. Avant de tomber malade, je faisais 49, 50 kilos, on va dire. Et pendant les autres traitements, parce que j'ai eu de l'hormonothérapie pendant quelques mois, là, ça m'a fait complètement gonfler et je faisais 55 kilos. Donc là, c'était aussi compliqué d'aller courir. Hein. Et pareil, quand on a l'image de soi, voilà, hein, quand je rentre plus dans mes shorts d'entraînement, clairement, ça pose un problème. et là, Donc, c'était pas l'alimentation ou le grignotage, c'était vraiment le traitement, quoi. Les effets c'est vraiment secondaires. les traitements, ouais, c'est ça. Ça fait vraiment gonfler. Et puis voilà. Après, pendant la chimio, c'était la différence aussi, c'est qu'on est dégoûté par certains aliments. Moi, il y a certaines choses que je pouvais plus manger. Il y a des choses comme du thé, par exemple, ou du café que j'aime bien boire. À cette période-là, ça me dégoûtait complètement, même l'odeur. J'étais là, oh là là, non, je peux pas, vraiment, je peux pas en boire. Donc, il y a plein de choses que je mangeais plus. Et avec mon père,
on s'était instauré entre guillemets une petite routine. Donc après chaque chimio, on allait manger au flunch. Parce que je me disais bon bah voilà, là je me fais un petit kiff, je recharge les batteries et puis dans 2-3 jours, bah si j'ai pas faim, bah je mangerai pas forcément à ma faim, mais je serai à l'écoute de mon corps. Mais c'était que des choses comme ça. En fait, j'allais plutôt vers ce qui me faisait envie plutôt que ce dont j'avais besoin. Mais je pense que c'était essentiel à cette période. Tu as continué à progresser, c'est-à-dire que après ces 2h55 à Tours, tu es revenu en 2019 sur le marathon de Paris, où là, le chrono était nettement meilleur. Là, tu t'étais préparé encore mieux et la forme était grandissante. Oui, oui, c'est ça. Bah, je crois que j'avais fait 2h47, je crois. J'ai Oui, 2h47 sur mes notes, ouais, effectivement. 2h47, ouais, à Paris. Ah bah là, ouais, avant, j'ai quand même fait aussi le marathon de Amiens, où j'avais fait 2h50. Donc là, je m'étais améliorée de 3 minutes. J'étais hyper contente. Et puis Paris, c'est la folie, quoi. Vraiment, ce marathon, c'est incroyable. Il y a une ambiance folle. Puis j'ai l'impression on est à la maison, on a beaucoup de gens qu'on connaît, ça nous booste énormément. Donc là encore, beaucoup d'émotions à l'arrivée avec tes proches, ton papa qui était là pour t'accueillir. Ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On s'est croisés sur une course qui te tient à cœur, à savoir les foulées du Gois. Tu as remporté à plusieurs reprises la course populaire, ou tu as participé du moins plusieurs fois à la course populaire. Là, cette année, c'était un tout autre challenge. Comment tu as été sélectionné pour rejoindre la course des As, donc avec une belle cohorte féminine? Ah ouais, ouais. Bah en fait, en 2019, je crois que c'était la dernière année avant la crise sanitaire, j'avais gagné le 8 km, la course populaire des femmes, parce il y a 2 courses séparées, hommes et femmes. Donc, faut savoir que quand on gagne le 8 km, on obtient sa place sur la course élite l'année suivante. Donc la course contre la mer, course qui est juste incroyable. Moi, en ayant fait pendant vraiment plusieurs années la course du 8 km, chaque année, je regardais la course des hommes parce avant 2018, il me semble que non, peut-être pas 2018. Il n'y avait pas les femmes, c'était exclusivement pour les hommes. C'est ça. Donc à chaque fois, c'était un super beau spectacle et je regardais toujours. On avait toujours hâte de regarder cette course parce que c'est le clap de fin. Vraiment, c'est magnifique. Et là, du coup, j'avais obtenu ma place pour courir avec eux. C'est seulement la 2e année, voilà, où les femmes peuvent courir contre la mer. Et je voulais pas trop le faire au départ parce que c'est pas mon élément, c'est 4 kilomètres. Moi, j'aime mieux le 8 kilomètres. Enfin, j'aime mieux les longues distances en fait. Mais c'était vraiment magnifique. Enfin, une ambiance incroyable. Un plateau et enfin juste voilà, c'est vraiment incroyable. Les filles qu'il y avait, les hommes qu'il y avait, je me sens vraiment très chanceuse d'avoir pu partager et faire cette course avec toutes ces personnes. Alors la difficulté, on va pas se le cacher, t'es pas très très grande, Anaïs. T'as réussi quand même à passer par-dessus les vagues. Oui, c'est ça. J'ai réussi à pas finir à la nage ou. T'as pas eu à tirer la bouée de sauvetage qui vous était attribuée. Non, c'est ça. Pourtant, on avait tous envie de le faire, hein, mais mais non, on l'a pas fait. Non, vraiment, je suis très très contente. C'est une course, il fallait partir très vite, faire la différence dès le départ. Mais j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir par rapport à ma petite taille où j'avais de l'eau assez rapidement au niveau des genoux. Mais non, c'était hyper impressionnant. Et c'est vrai que pendant cette course, on part en courant et l'eau monte petit à petit. Et il y a vraiment un moment donné où je me suis dit ah ouais, ah ok, là ça va être chaud. Mais on panique un peu, mais bon, sans trop paniquer parce qu'on sait que quand même il y a pas de souci. Le bord est pas très loin non plus. Mais c'est hyper impressionnant. Vraiment, comme j'ai entendu plusieurs fois et comme on l'a répété plusieurs fois, c'est pas nous qui décidons en fait. C'est la mer qui décide. Sachant que cette année, l'eau arrivait relativement haut par rapport aux années précédentes. Tu as réussi à garder le cap parce que bon, il y a on voit les balises, il y a des pieux de chaque côté. Comment tu as géré justement cette course avec parfois des secteurs pavés où il faut quand même savoir où on pose le pied? Ça a été quand même parce que on a vraiment été briefé au départ. On nous a vraiment dit voilà, il faut courir milieu, plutôt gauche du centre. Vraiment de faire vraiment en sorte de rester entre les piquets et de pas trop se faire emporter sur les côtés parce que là pour le coup ça pouvait être vraiment dangereux avec les cailloux. On avait de gros risques de chute. Donc j'étais focus un petit peu toute la course à me dire bon là t'es bien au milieu.
on bouge pas. Puis le fait d'avoir des gens devant moi aussi, ça permettait d'avoir une ligne où je me disais bon voilà, je les fixe et je regarde devant moi quoi, de pas se laisser, on va dire, transporter par les vagues. Et quand tu as vu la foule du côté Beauvoir, 500, 600 mètres avant l'arrivée, là, quels ont été tes sentiments et tes émotions? C'est transcendant. Enfin, vraiment, c'est une émotion. Comme je l'ai déjà entendu plusieurs fois aussi, on nous a dit, mais c'est limite un Tour de France. Genre, c'est l'arrivée du Tour de France. Il y a tellement de monde, une ambiance, c'est la folie. En plus, il faisait magnifique. Ce jour-là, il y avait un temps super. Et vraiment, c'était fou. Voilà, c'est un autre contexte, un autre cadre. Et je pense que vraiment, il faut pouvoir y être. Que ce soit sur la populaire, sur la course élite ou peu importe, ou la marée descendante aussi maintenant. Il faut y aller. C'est vraiment une super course. C'est ce que je disais dans un épisode que j'ai enregistré juste après, la semaine qui a suivi. C'est typiquement ça. On se croit sur le Tour de France à l'arrivée d'une étape de montagne où les gens crient, où les gens hurlent. Et on a eu des conditions météo qui étaient bonnes. Ça aurait été le samedi avec la canicule, ça aurait été compliqué. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment enthousiasmant. Tu reviendras sur ce type de course parce que les féminines, donc pour la deuxième année, ont plutôt brillé. D'ailleurs, c'est une fille qui est arrivée en premier du côté Beauvoir avec 2 minutes d'avance au départ sur les garçons, mais elle a bataillé quand même pour garder la tête. Donc, ça te donne envie de revenir en étant maintenant, on va dire, dans les conditions. Tu sais ce qui t'attend sur ce Gois à marée montante. Bah, si j'ai eu l'occasion d'y retourner, bien sûr, ce sera avec grand, grand plaisir. Peu importe la course, hein, d'ailleurs, que ce soit sur le 4 ou le 8. Ce sera vraiment un grand, grand plaisir d'y participer à nouveau. Et d'ailleurs, je compte bien y revenir l'année prochaine avec quelques personnes de mon club pour leur faire découvrir. Alors, ton club, justement, c'est la Meute Running. Ça, c'est ton ADN. Là, tu as vraiment mis la patte sur un groupe d'entraînement et que vous développez, que vous étoffez au fur et à mesure des années. Comment tu as eu envie de monter ce club et d'être avec un petit groupe à l'origine de cette organisation? Alors en fait, on était dans un autre club à Tremblay auparavant et ça se passait pas très très bien. Donc on a préféré, plutôt que de faire éclater le groupe avec qui on s'entendait très bien, on a préféré monter quelque chose tous ensemble et on va dire rallier nos forces. Donc ça nous a permis de rester solidaires, de rester tous ensemble. C'était vraiment un esprit de famille. C'était que des personnes bienveillantes et au final ça s'est monté comme ça. On était 6-7 au départ et aujourd'hui on est presque 70. Donc vraiment, nous l'idée c'était pas d'aller racoler, pas d'aller chercher des personnes d'autres clubs. On voulait vraiment juste créer un petit groupe d'entraînement, un club, hein, parce on a un club FFA et FGT. Où on avait tous ces mêmes valeurs et de pouvoir s'entraider chacun les uns les autres, de pouvoir s'aider à perfer, etc., etc. Et je pense que les réseaux sociaux aussi, parce qu'on a créé ce club pendant la période du Covid, nous ont beaucoup aidés parce que les coureurs qu'on était, voilà, on a toujours été hyper passionnés, on a toujours été assez présents sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, le fait d'en parler, ça a permis au club de se faire découvrir par d'autres personnes. Et puis de temps en temps, on avait des adhésions, voilà, par-ci par-là, qui arrivaient, beaucoup de bouche à oreille. Les gens qui arrivaient en disant moi j'aimerais bien m'entraîner avec telle personne, ou j'ai vu le programme ou les résultats de telle personne et ça m'intéresse. Et beaucoup de personnes qui étaient non licenciées au départ. Et on a rencontré énormément de personnes, géniales et qui ont qui sont très très forts naturellement et qui ont encore beaucoup de choses à prouver. Et donc, tu utilises finalement ces réseaux sociaux, c'est une belle opportunité pour à la fois toi personnellement te connaître et développer le club. Est-ce que ces réseaux t'ont ouvert des portes à un moment donné? Est-ce que tu as pu faire des choses grâce à ces réseaux sociaux sur lesquels parfois on peut taper un petit peu parce qu'on dit c'est finalement très superficiel? Tu l'as dit tout à l'heure par rapport à la maladie où tu as montré sans filtre ce que tu traversais. Mais est-ce que derrière, tu as eu quelques opportunités grâce à ta visibilité sur ces supports? Ah oui, bien sûr, j'en ai eu beaucoup. Et je pense que c'était aussi le fait de pouvoir en parler totalement librement, le fait de parler de tout. Je pense que je suis quelqu'un d'assez simple et voilà, je suis assez,
j'ai aucun problème si les gens viennent me poser des questions, je veux bien y répondre, je veux bien les aider. J'ai eu beaucoup de retours de femmes qui étaient malades aussi, qui me parlaient de leur traitement, de leur maladie. Et je pense que c'est hyper important de pouvoir échanger là-dessus. Après, en termes j'ai eu la chance aujourd'hui d'être sponsorisée par Salomon. Et je pense que tout ça, c'est un petit peu aussi grâce bien sûr à mes performances, mais aussi de ce que je montre de ma vie, de mon quotidien sur les réseaux sociaux, parce que je suis quelqu'un, j'aime le fait que ce soit un sport individuel, mais c'est une passion commune en fait. Vraiment, on a énormément de choses en commun avec tellement de coureurs, et donc je suis vraiment très très fière de pouvoir représenter cette marque aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux, je suis aussi marraine de Cassiopeia, l'association de lutte contre le cancer du sein. J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire pas mal de petits spots publicitaires, on va dire, comme pour des marques de lingerie ou des choses en rapport avec le cancer du sein toujours. Et je pense que tout ça, c'est des choses qui ne seraient pas arrivées sans les réseaux sociaux, sans la maladie, sans tout ça. Et je suis très très contente et très reconnaissante de tout ça, parce que si j'en suis là, c'est grâce à toute cette histoire, grâce à toutes les personnes qui ont suivi, grâce à mes performances, mais mon entraîneur, mon père. C'est vraiment un tout. Et voilà. Et même le podcast aujourd'hui, d'ailleurs. J'avais coché sur la liste des personnes à rencontrer au Goa. Anaïs, voilà, tu étais parmi ces personnes-là. Et comme tu le dis, naturellement, on a discuté avant la course. Après la course, tu venais à peine d'arriver et tu avais encore le sourire. Enfin, je crois que tu as toujours le sourire. Le peu de fois où je t'ai vu, c'était avec un sourire jusqu'aux oreilles, et tu es voilà, comme tu l'es là sur le podcast, accessible, avec cette envie de transmettre. Le fait d'être en meute, c'est pas anodin. Je pense le nom que vous avez choisi, c'est le côté individuel, peut-être du loup parfois, mais ce besoin de vivre en communauté. Ça, c'est ce qui te plaît également. C'est ça. Je pense que c'est vraiment ce qui nous définit, et c'est ce qui me définit aussi personnellement. Parce que voilà, comme je disais avant, ça reste un sport individuel, mais c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Et peu importe le sport d'ailleurs, parce que je pense que quand on a cet esprit de combativité, c'est cette motivation. En fait, on a tous beaucoup, et hommes et femmes, de choses en commun, de pouvoir parler de tout ça. Je pense que c'est juste énorme. Le sport et n'importe quelle activité sportive permet de faire des rencontres exceptionnelles, et je pense que ça a été un tournant dans ma vie. Je me sens hyper chanceuse de tout ça. Alors, pour revenir sur Salomon, c'est plutôt le côté trail. On va abandonner un peu la route et les 100 km. Est-ce que après cette expérimentation, il y a eu l'Oxy Trail là dernièrement, les 56 km sur l'ultra raid donc du Morbihan. Ouais. Est-ce que tu prends autant de plaisir sur route que sur trail, et est-ce que tu envisages peut-être de bifurquer sur ces courses un petit peu plus nature? Quelle est la difficulté peut-être que tu as rencontrée sur ces terrains un petit peu moins stables que le bitume? Alors non, du coup moi je fais partie de la team Salomon route. Donc c'est vraiment deux teams différentes, même si Salomon est à la base beaucoup plus tourné vers le trail, mais justement demande à se faire découvrir justement sur la route. Et il y a une énorme gamme de chaussures route et de vêtements, etc. Qui sortent en ce moment et qui sont vraiment très 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 performantes. Et vraiment je suis totalement fan. Après, par rapport au trail, je pense que moi je vais rester sur route. J'adore le trail, mais ça n'a rien à voir. J'aime le trail l'été, ou pour me donner des petits défis, pour faire quelques courses de temps en temps. Mais je pense que je serai toujours une routarde, quoi qu'il arrive. Le marathon sera toujours ma discipline favorite. Après, j'adore vraiment le trail, c'est cool, mais c'est bien l'été pour se faire des petites courses comme ça, pour s'amuser. Si c'est possible de performer, tant mieux. Mais si c'est pas possible, c'est vraiment le plaisir avant tout. Parce que en plus, le fait d'être une routarde, je lève pas beaucoup les jambes, donc j'ai tendance à faire pas mal de chutes. Je suis pas très très forte en trail. Après, il faudrait intégrer une deuxième séance de travail de pied, mais voilà, tu t'aimes pas le renforcement, donc c'est difficile. C'est ça, ouais, c'est un peu compliqué. Donc après, on fait avec les acquis, on va dire, mais clairement, ça suffit pas. Mais en tout cas, j'adore le trail, et j'aime beaucoup ce qu'on peut vivre sur des courses comme j'ai pu faire ce week-end justement à l'ultramarin sur le 56 km. Mais c'est vraiment très très dur. C'est une discipline qui est vraiment difficile.
Après, c'est juste génial, hein. Vraiment, l'ambiance est dingue. Alors, t'étais pas parti pour faire de la rando. C'était quand même Non. une course et ça s'est bien passé. Enfin, tu finis avec un podium à nouveau. Donc là, c'est la fin d'un gros cycle avec de nombreuses courses et des titres, des belles places à la clé. Donc, comment tu l'as vécu ce 56 km? En termes d'orientation, il y a pas eu quelques petites erreurs? Ouais, si. En fait, j'avais pas, comment dire, j'avais pas d'attente particulière. Je savais que 56 kilomètres sans préparation spécifique, on va dire que ça allait être compliqué. Parce que clairement, comme j'ai dit à mon père, voilà, arrivé à 40 kilomètres, je me serais bien arrêtée. mais, euh, mais non, c'était assez compliqué. Parce que je pense que n'importe quelle personne, hein, quand on part sur 56 kilomètres comme ça, enfin voilà, 56 kilomètres, ça se fait pas comme ça. Pas mal de personnes m'avaient dit t'es sûr de vouloir faire 56 kilomètres, et moi comme je suis un peu têtue, à chaque fois je disais mais oui, mais bien sûr ça va le faire, ça va passer. Bon, au final c'est passé, hein, mais c'était quand même assez difficile. En orientation, pareil, je suis pas très bonne et le fait d'être au départ dans les premiers, enfin dans les 10 premiers, il y a beaucoup d'espace entre les coureurs. Donc du coup, je pense qu'à ce moment-là, je faisais plus spécialement attention au balisage et du coup, à un moment donné, j'ai pris la mauvaise route, le mauvais chemin et j'ai fait 2 kilomètres de plus. Bon, après, je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même, hein, parce que je me suis dit bon allez Anaïs, t'es fatiguée, ouvre les yeux, parce que là, je suis pas du tout en train de m'aider. Mais non, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment chouette. Après, la différence, c'est vrai que j'ai tendance à dire que quand on est coureur sur route, on est un petit peu assisté parce que on a l'habitude de courir entre les barrières, on suit la ligne et on réfléchit pas trop, on va d'un point A à un point B, alors que sur du trail, il faut quand même suivre le balisage, regarder bien devant soi, faire attention où on met les pieds, mais en même temps regarder voilà où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que c'est une belle discipline. Alors, quels seront tes prochains objectifs? Là, période d'été, est-ce que tu accentues ton entraînement? Est-ce que tu lèves le pied après ce printemps et ce début d'été très chargé? Quelles vont être tes prochaines courses à objectif, hein, parce qu'il en faut pour que tu puisses vraiment te dépasser et avancer. C'est ça. Alors les prochains objectifs, le vrai prochain objectif, ce sera le 20 novembre pour les championnats de France de marathon à Deauville. Après, avant plutôt, je ferai le Paris-Versailles et les 20 kilomètres de Paris. Donc tout ça, ce sera dans mes prépas du marathon. Donc préparation relativement longue pour arriver au point d'orgue avec peut-être le chrono en dessous des 2h47. J'avais fait 2h37 à Paris cette année. Donc là, l'objectif, ce serait d'aller chercher, au championnat de France en tout cas, d'aller faire un moins de 2h40. Et je ferai sûrement aussi le marathon de Paris l'année prochaine, en 2023. Et là, j'aimerais vraiment aller chercher un chrono, on va dire, sous les 2h35. Donc il y a encore une marge de progression très importante et à chaque course, à chaque chrono descendu, tu as tout de suite les yeux rivés vers quelque chose d'encore plus grandiose. Ça, c'est vraiment ta marque de fabrique. En tout cas, on essaye. Après, je sais que c'est pas facile et qu'on peut pas performer à chaque course. On reste humain, on n'est pas des machines. Mais en faisant les choses bien, là, cette année, j'ai fait beaucoup de courses et je sais que c'est pas le meilleur moyen de performer. Mais j'avais vraiment besoin de courir et peut-être quelque chose à me prouver, je sais pas, mais j'avais besoin de me sentir vivante et de savoir que j'étais en forme et que j'arrivais à faire toutes ces courses. L'année prochaine, ce sera complètement différent. Je vais essayer de faire beaucoup moins de courses, mais par contre, d'être plus performante. Avant de conclure, Anaïs, j'avais 2 petites questions. La première, quel conseil tu donnerais à des personnes qui, comme toi, rencontrent la maladie ou sont blessées sur de très longue durée pour retrouver la confiance à travers le sport? Qu'est-ce que tu leur donnerais selon ton regard d'athlète et de soignante après ce que tu as traversé? Alors je pense que voilà, je le répète souvent, mais le plus important c'est de toujours rester, de toujours avoir un lien social, que ce soit sa famille, ses amis, ses proches. C'est hyper important parce que quand on reste chez soi, qu'on soit malade ou pas d'ailleurs, hein, on a tendance à peut-être broyer du noir selon l'humeur, à se renfermer, à ne pas vouloir voir des gens, etc. Alors que quand on sort, en fait, on s'ouvre un peu au monde et c'est important de créer du lien, de rencontrer des gens et surtout de voir des personnes qui nous font du bien.
Donc si c'est au travail, si on peut travailler, c'est tant mieux. Si c'est par une activité adaptée, une activité physique, de la musique, de l'art, du chant, de la danse, peu importe, il faut faire ce qui nous fait du bien et surtout rester entouré. Ce sera les conseils que l'on garde précieusement. Alors, la deuxième question, c'était de savoir, quand tu ne cours pas et que tu n'as pas d'activité sportive, quel serait ton moment à côté de tes pompes? Un moment que tu apprécies, une activité que tu apprécies, en dehors de toute activité sportive. Ce serait quoi? Il y a pas beaucoup de moments où je suis pas en activité, mais à la limite ce serait, je sais pas si ça marche ou si ça compte, mais alors j'ai deux idées, hein. Soit c'est ma sieste, c'est le seul moment où je me recentre avec moi-même, où je prends un petit peu de temps pour moi, même si ça reste des siestes courtes. Je pense que c'est essentiel et ça me fait réellement du bien. Et sinon je dirais que c'est toutes les balades ou tous les moments que je passe avec mon chien, et ça c'est pareil, c'est juste hyper important pour moi. Mon chien, c'est un peu comme, c'est mon petit bébé, et j'adore marcher avec lui pendant des heures ou me balader autour de chez moi. Et voilà, ça c'est vraiment mes petits moments à moi que j'échangerai pas. Bon, c'est noté, et il aura le droit à de nombreuses caresses et peut-être une ration de croquettes supplémentaire, parce qu'on l'a pas entendu de tout l'épisode. T'avais peut-être une crainte qu'il vienne faire un petit peu de bruit. Eh bien, on l'a pas entendu du tout. Donc, un grand bravo à lui. Il a été sage. Alors Anaïs, si les gens veulent te contacter, échanger, venir parler avec toi, que ce soit de sport ou de ce qu'ils ont traversé, sur quel biais, sur quel réseau on peut te retrouver? Alors sur Facebook et sur Instagram. Alors sur Facebook, j'ai ma page perso, on va dire, qui est Anaïs Kemener. J'ai une page aussi où je parlais beaucoup de la maladie que j'avais créée justement lors des traitements, qui est Anaïs Kemener, le sport comme thérapie. Et je suis, on va dire, un peu plus réactive quand même sur Instagram. Et du coup, mon Instagram, c'est Anna Banana Running. Alors, banana, parce que tu as toujours la banane? C'est ça. Eh tu l'as encore en enregistrant l'épisode. Ça s'entend, hein. Même s'ils ne te voient pas, les auditeurs pourront l'entendre. En tout cas, Anaïs, moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi après notre entrevue donc sur Noirmoutier et sur ses foulées du Gois. Donc, merci à toi de t'être livré sur ces sujets assez vastes avec ce parcours de vie, cette maladie qui t'a, on va dire, stopper un petit peu, même si tu l'as dit, hein, tu as toujours continué à courir, et qui aujourd'hui te donne de l'élan et de la force pour accomplir tous tes défis. Donc merci d'être venu te livrer sur le podcast. Merci beaucoup à toi, c'est vraiment top, merci beaucoup. Eh bien, pour les auditeurs, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.